Je vous le disais, on accueille dans ce débat Estelle Grelier, secrétaire d'État aux collectivités locales, qui nous a rejoints. On accueille également, on retrouve Jean Rotner, le président de l'AFNO, et Jean-François Husson, le président de l'agence d'urbanisme de l'aire nancéenne. Et puis, on a parlé de complémentarité, de multiplicité des acteurs sur le territoire. Et c'est Nicolas Clodong, le directeur de l'action territoriale d'EDF Collectivité, qui va nous rejoindre. Voilà, mesdames, messieurs, vous prenez place. 2 minutes. Jean Rotner. Oui, merci beaucoup. Merci, cher Ariella, pour vos propos et votre présentation. Permettez-moi en quelques instants de souhaiter la bienvenue à Madame la Ministre, chère Estelle Grelier. Merci de nous faire l'honneur d'être présente parmi nous. Nous nous sommes rencontrés, je le disais tout à l'heure, il y a quelques jours pour faire le point un petit peu sur effectivement ces évolutions territoriales et la place que les agences d'urbanisme pouvaient avoir dans cette transformation et cette transition. Et je crois que le temps que vous nous avez consacré, l'intérêt que vous avez témoigné vis-à-vis de l'ensemble de nos structures doit être souligné. Merci en tout cas pour votre présence encore une fois dans le sud-ouest cet après-midi. Vous avez accepté également d'être présente pendant la première partie de notre Assemblée Générale tout à l'heure. Ce sont des moments, je crois, d'échange assez privilégiés avec, certes, une ministre, mais aussi une élue locale qui est fière de son territoire, qui est fière de son expérience et qui la met au service, aujourd'hui, du collectif national. Je crois qu'il faut le souligner. En tout cas, nous y avons été extrêmement sensibles. Donc, encore une fois, au nom de l'ensemble des agences d'urbanisme, merci pour votre présence et je crois qu'on a hâte de débattre avec vous. Merci Jean Rotner. Alors, précision également, on aurait aimé débattre aussi avec un représentant des régions, mais malheureusement, Arlette Fructus, qui représentait Région de France, est bloquée par son avion à Marseille et elle nous rejoindra un peu plus tard dans la soirée. Bon, on espère qu'elle pourra intervenir, sinon à un autre moment de ces rencontres. Quels projets, quels enjeux pour les collectivités et acteurs des territoires? Alors, on vient de voir dans ce tour d'Europe qu'on a fait d'autres façons de construire la ville, d'autres façons aussi parfois plus provisoires, voire frugales, d'autres façons de se positionner pour les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités. Et la question qu'on se pose, bien évidemment, peut-être en recueillant vos réactions aux uns et aux autres, et d'abord aux élus, c'est la façon dont vous pouvez prendre en compte ce provisoire ou ce nouveau positionnement des acteurs. Jean-François Husson, comment on mène les projets aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les mener différemment? Alors, je pense qu'on n'a pas le choix de les mener différemment pour les raisons qu'on a évoquées dans les tables rondes tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois des modifications de périmètre, à la fois une contraction des moyens notamment financiers, et puis en même temps une réorganisation qui ne date d'ailleurs pas de 2012 des services de l'État, avec et des services et de l'ingénierie qui étaient autour de tout ça. Aujourd'hui, on sent bien que ces services sont grandement amaigris et ça pose donc la question du rôle et de la stratégie que l'État, dans une République décentralisée, va conduire et construire. Comment l'État conduit? Quelle est sa ligne directrice? Je trouve que ce n'est pas tout à fait clair encore. Si j'ai bien compris les interventions tout à l'heure des uns et des autres, je sais bien qu'on ne rend jamais de copie parfaite, mais quand même, si j'étais prof, souvent, vous savez, c'était bien, mais peut mieux faire. Et c'est vraiment ce que je pense encore aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut faire attention aussi à ne pas, notamment dans le contexte qui est celui du pays aujourd'hui, qui est en proie au doute, à la défiance, pour ne pas dire à l'exaspération, il faut en même temps, on n'a pas le choix, continuer de regarder devant. Et regarder devant, c'est regarder ce que les élus, là de l'autre côté, les élus locaux, territoriaux, avec les parlementaires, au passage, je pense qu'il faut faire attention à ne pas les déraciner. Et vous l'avez compris, je ne suis pas membre... Et c'est un sénateur qui parle? Mais bien sûr.
et qui n'est pas maire, qui est président d'aucun exécutif. Donc je suis très à l'aise pour en parler. Parce que la rupture, elle est aujourd'hui, elle est presque programmée entre les choix qu'on doit porter au niveau national au travers du pouvoir législatif et puis la vie concrète sur les territoires. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'en même temps, il faut aujourd'hui que l'État, une fois qu'il aura bien reconstruit et redéfini la ligne, soit davantage présent avec et aux côtés des outils d'ingénierie, et notamment de l'ingénierie exceptionnelle que constitue l'ingénierie des agences d'urbanisme. Les agences d'urbanisme, par contre, me semble-t-il, ont une nouvelle étape à franchir, c'est l'agrandissement de leur périmètre d'action sur des territoires qui ne sont plus uniquement, comme pour la plupart des agences d'urbanisme, des territoires urbains. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire ensemble à de nouvelles échelles, parce que les enjeux à l'échelle des territoires, et donc pour la bonne santé des territoires, ils ne sont plus à l'échelle des villes. Alors, je mets Paris, d'ailleurs, c'est aussi complexe, et quelque part, une des solutions, c'est peut-être, par exemple, ce qui a été construit sur Lyon. J'émets simplement une remarque ou une réflexion, c'est je me méfie de l'excès, si vous voulez, d'expérimentation ou de république dite décentralisée, parce qu'en même temps, il faut une unité de la République et de ses territoires. Alors, donc, unité de la République, mais en même temps, après les différentes lois de réforme territoriale qu'on vient de vivre, des nouveaux positionnements des acteurs, des nouveaux outils. Vous évoquez le rôle de l'État, on posera bien sûr la question à Estelle Grelier, mais Jean Rottner, et là je me tourne vers le vice-président de la région Grand Est que vous êtes, les outils, ce sont aussi ces schémas qui sont en préparation, qui eux-mêmes vont devenir prescriptifs. Il y a d'autres façons aujourd'hui de construire les territoires et des outils. Comment vous allez vous en emparer de ces schémas ? Un schéma, un plan, une stratégie, c'est quelque chose qui doit vivre. Ariella vient de nous le démontrer. Si on ne les fait pas vivre, après les avoir écrits, ça ne sert à rien de les écrire. Le schéma, même s'il est obligatoire, et je parle par exemple du SR2DE2I, pour la fin de l'année, c'est quelque chose qui, sur la durée d'un mandat, doit évoluer. On a une économie aujourd'hui qui bouge, qui est agile. Si on ne s'adapte pas de manière rapide par des avenants à ce SRDE2I, on passe à côté de quelque chose. Je pense que dans toute stratégie, dans toute planification, si nous ne prenons pas cet élément en compte, pas la peine de passer du temps. Donc il faut bien faire comprendre que déjà à nos collaborateurs, aux agences, que c'est un travail effectivement qu'on remet perpétuellement sur la table, mais pour qu'il soit véritablement efficace, il faut qu'il soit totalement partenarial. On va arriver sur le SRADET. Je pense que le SRADET va pouvoir s'inspirer d'ailleurs du SRDE2I dans sa méthodologie. Le partenariat, moi j'anime par exemple le SRDE2I de la région Grand Est. Le SGAR est là, le préfet est là, de manière assez rapprochée. Mais les CCI, les chefs d'entreprise qui peuvent s'exprimer en direct d'ailleurs, comme leurs représentants à un moment donné dans des stratégies de concertation plus structurées, plus formelles. Mais l'essentiel, c'est d'ouvrir le débat et de revenir à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'écrire un SR2I pour parler d'économie tel qu'on l'a fait depuis 10 ans, ça ne sert à rien. Par contre, venir avec des stratégies de rupture, pas pour le plaisir, mais parce que on est obligé de faire bouger, en ce qui me concerne, une des régions concernées par cette diagonale du vide à laquelle tu faisais référence tout à l'heure. Mais oui, on doit se distinguer, on doit innover, on doit inventer. Mais à partir de ce que l'on entend, à partir de ce qu'on ressent, je le dis d'autant plus que je ne suis pas urbaniste, l'urbanisme me passionne, je ne suis pas chef d'entreprise, je n'ai aucune expérience de l'économie, je suis juste toubib, mais à partir de là... On m'a dit que vous étiez l'homme des urgences. Oui, mais ça, vous savez, les urgences, on travaille aussi dans le temps. Faire du long terme et du court terme. Voilà, il y a du court terme et du long terme. Mais au-delà de ça, c'est simplement je suis élu. Et donc, dans cette position d'élu, je me dois d'avoir à un moment donné une stratégie d'écoute, à un moment donné d'arbitrage, de décision et surtout de suivi. Et moi, ce que je regrette souvent en politique, c'est qu'on fait un coup et après on oublie un petit peu le travail sur la durée.
Et je pense que dans toute la planification aujourd'hui, il y a bien ça, c'est la qualité d'évaluation, c'est de faire revenir aussi un certain nombre d'éléments de sensations finalement de ce qui se passe sur le terrain vers les élus que nous sommes et vers l'État. Et ça a été aussi la source de nos discussions, c'est comment est-ce que les agences que nous sommes peuvent être aussi de véritables leviers pour les politiques publiques, pas forcément celles des collectivités, mais celles de l'État aussi, dans les informations et l'ingénierie finalement de leur quotidien. Alors sur ce premier point de notre débat, la recomposition territoriale et le positionnement des acteurs, le rôle de l'État, bien naturellement, Estelle Grelier, dans cette réforme territoriale, dans ce qui est en train de se passer, dans la recomposition aussi des périmètres, des services déconcentrés de l'État, avec les nouveaux arrondissements qui se mettent en place, on voit là une nouvelle donne. Comment vous voyez demain et aujourd'hui déjà d'ailleurs le rôle des services de l'État là-dedans ? Déjà, bonjour à tous et merci à Jean Rottner de m'avoir invité, et ce qui me permettra, peut-être, on se connaît, de revenir sur un ou deux des propos. S'agissant de la réforme territoriale, j'entends de monsieur le sénateur qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qu'on peut mieux faire. Moi, je crois qu'il est c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et en l'occurrence, sur la question de la réforme territoriale, c'est un sujet qui avait été abordé, annoncé depuis des années, et que nous avons mené à son terme. On peut discuter du choix d'avoir organisé cette architecture territoriale sur 3 textes. Je note d'ailleurs que c'était à la demande du Sénat, et que peut-être ça a rompu un peu la cohérence de ce que nous voulions rendre. Et c'est vrai qu'avoir 3 textes étalés sur 2 ans avec des débats parlementaires extrêmement engagés, ça a peut-être finalement nui à la bonne cohérence de l'ensemble. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, sur les territoires, les élus s'organisent pour mettre en place cette nouvelle réforme territoriale. Et ça n'est pas rien. On peut se dire que la question régionale a été, en tout cas, prise à bras-le-corps par une redélimitation des régions. Elle a fait plus ou moins débat dans un certain nombre de régions, et je sais que je parle à côté de Jean Rottner, mais en même temps, là, je vois l'importance d'un projet de loi pour organiser ces régions. Parce que je peux rejoindre un certain nombre de propos liminaires. Moi qui suis normande, il y avait la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Tout le monde était d'accord pour faire la Normandie, et ça traverse, je mets tout le monde à l'aise, les partis politiques. On était tous d'accord pour faire la Normandie, sauf qu'à partir du moment où on a commencé à rentrer dans les travaux pratiques, il n'y avait plus personne pour l'organiser. Donc la loi a donné une impulsion régionale, un ancrage du fait régional, avec des nouvelles compétences, avec des schémas dont Jean a rappelé qu'ils avaient une partie prescriptive, ce qui n'est pas rien finalement dans la tradition administrative française, d'organiser une prescriptivité, de faire en sorte que sur les documents de planification, il y ait une forme de poupée gigogne, c'est-à-dire que le PLU ou le PLUI doit être en relation avec le SCOT, qui lui-même doit être en compatibilité avec les règles générales du STRADET. Ça n'est pas rien, et pour des spécialistes comme vous, je sais que ces sujets parlent. Je finirai Ensuite, la question, c'est comment on évite la juxtaposition pour faire de la complémentarité entre ces outils. Mais je finirai sur la structuration. L'ancrage régional, qui nécessitait aussi un financement. Et le fait que le Premier ministre ait ouvert sur la piste d'une fraction d'un impôt national en substitution de la DGF pour financer les nouvelles compétences des régions, c'est quelque chose qui était demandé, qui est une revendication extrêmement ancienne, et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs le président Richert, et sur laquelle on voit bien que là, on est dans une vision décentralisatrice, progressiste, assumée. Je le dis exactement comme je le pense. D'autres niveaux de collectivité pourraient s'emparer de cette demande d'ailleurs. Je vais être très clair sur le schéma tel qu'il a été organisé. Les intercommunalités, renforcées en compétences évidemment et en taille, puisqu'aujourd'hui on ne dispose pas encore de toutes les remontées des préfets, et je parle dans un territoire particulier de ce point de vue-là, mais on sera sur une réduction du nombre d'intercommunalités au 1er janvier 2017 de 35%, ce qui est un mouvement, une forme de révolution tranquille dans les territoires qui réfléchissent finalement à l'organisation de leur périmètre. Et une fois que tous ces périmètres sont réorganisés, il y a même des communes qui s'interrogent sur leur propre périmètre avec le dispositif des communes nouvelles. Vous allez me dire, vous avez oublié le département. Le département a été conforté dans ses missions de solidarité territoriale et envers ceux de nos compatriotes qui en ont le plus besoin avec la gestion des allocations individuelles de solidarité. On peut se dire que tout cela n'est pas allé assez loin.
Pour autant, il y a eu une volonté de clarification. Et puisque la clause générale de compétence n'est attribuée finalement qu'à la commune. J'observe aussi que quand il s'agit de clarifier, c'est comme la simplification des normes. Tout le monde est d'accord sur le principe, c'est comme la Normandie. Tout le monde est d'accord sur le principe. Mais quand on se met à demander des clarifications, et on voit bien aujourd'hui l'intensité des débats entre les départements et la région sur le sujet de l'action économique, c'est un peu compliqué. Donc l'État a fixé un cadre de clarification des compétences des collectivités parce qu'on considérait que l'enchevêtrement des compétences, même s'il n'est pas fini, nuisait à la visibilité de l'action politique et certainement détachait un certain nombre de Français du vote, du rapport entre l'échelon pour lequel on votait et de leur propre appréciation de ce que cet échelon faisait. Donc l'État a organisé cette nouvelle architecture. Je le réduis en 3 minutes, mais vous savez les débats qui ont sous-tendu ce point. Et je crois que ce qui a été fait, par ailleurs, est une réforme importante et qui ne sera pas réversible. Donc il faut s'inscrire durablement dans ce sujet. Le vrai point, c'est on va vers une République enfin décentralisée. Vous connaissez mes positions. Moi, je suis de cette génération qui fait confiance aux élus locaux et qui considère que ces élus locaux, participant du suffrage universel direct, ils ne récompensent pas toujours les plus brillants, vous l'avez indiqué, mais c'est le meilleur système à ce stade pour décider de ceux qui, au quotidien, prendront les risques pour leurs habitants dans la structuration des territoires. Et c'est comment l'État, dans une République décentralisée qui se réorganise, peut continuer à impulser des politiques d'aménagement du territoire. Et c'est certainement un des points du sujet, et peut-être un axe sur lequel il faudra les uns et les autres qu'à terme, nous allions un peu plus loin. Moi, je crois aux politiques d'aménagement du territoire impulsées par l'État qui sont trans-territoires. Vous avez cité l'axe Seine, il se trouve que je suis élu de ce territoire. Dire qu'entre Paris et Le Havre, alors un boulevard et tout ça, les habitants n'y ont pas vraiment cru, que la Seine était un boulevard et que depuis Paris, on arrivait à pied au Havre. Bon, on n'a pas adhéré au truc, mais sur la dimension de dire on part de Paris et on structure un axe diversifié dans ses activités entre le tourisme, la pétrochimie historique, l'activité fluviale, etc. Ça a du sens. Et le fait que des délégués interministériels sur ces thématiques particulières, exceptionnelles, finalement aident ou assouplissent les procédures de l'État pour permettre les projets, ça, je trouve que ça a un sens. Mais ça n'est pas à l'État, et je le dis comme je le pense, de s'immiscer finalement dans l'organisation que pensent vouloir ou que veulent les élus pour leurs habitants et pour s'adapter au territoire du vécu des habitants. Je finis sur la question du cumul des mandats. J'ai bien compris. D'ailleurs, si vous êtes... C'est de responsabilité, je n'ai pas parlé de mandat. Oui, de responsabilité, enfin, vous avez dit moi-même, voilà. Mais en même temps, un député qui ne serait pas membre d'un exécutif pourrait aussi ne pas être complètement détaché de son territoire. J'allais dire, c'est la manière dont chacun entrevoit son mandat et la manière dont il l'exerce. Parce qu'il y a aussi, vous avez dit la distance, etc. Il y a aussi une distance en France et on peut l'un et l'autre, je crois, le regretter avec la classe, et se mettre dedans peut-être, avec la classe politique actuelle. Mais on ne va pas ouvrir maintenant le débat sur le cumul des mandats. Ne pas laisser ça. Non-cumul des mandats, et vous savez mes positions, je n'en étais pas une fervente défenseur, mais je considère que c'est aussi un moyen de renouveler la classe politique et d'apporter des nouvelles idées précisément dans l'animation des territoires auxquels participent aussi les parlementaires. Alors, vous venez de faire le rappel là, de la nouvelle architecture territoriale, un peu le service après-vente de la réforme, mais... c'est moche, ça. C'est très réducteur. Pas seulement. Non, mais maintenant, il y a ces outils. Comment on va les utiliser, les outils? On évoquait pour les régions les schémas, la coproduction de tous les acteurs sur le territoire, l'articulation de ces schémas avec les autres outils de planification, de programmation, le fait de porter des projets en complémentarité entre des niveaux publics locaux, mais aussi avec l'État. Et justement, comment vous, gouvernement aujourd'hui, vous positionnez les services déconcentrés de l'État dans cette coproduction? Oui, il y a aussi ce que la loi a dit pour favoriser le dialogue territorial. Vous avez le sujet des CTAP, la réunion des CTAP sur toutes les compétences soumises à chef de filat.
Et on peut discuter de la composition pléthorique des CTAP, parce que je sais que c'est un sujet qui revient souvent, de ces conférences territoriales de l'action publique. On peut aussi se dire que c'est un bon moyen, sous le patronage finalement et la présidence du président du conseil régional, de discuter ensemble de comment on organise le territoire. Vous avez aussi la participation de l'État, j'allais dire, mécaniquement sur les grands schémas intégrateurs que sont le SRD2I et le SRADET, puisque je rappelle que pour d'ailleurs éviter d'être sanctionné au titre du principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, ces schémas sont soumis à signature du préfet. Donc il y a là aussi une organisation des services de l'État. Je reviendrai après précisément sur ce point. Il y a aussi une autre manière, par exemple, du gouvernement, qui est une méthode que nous expérimentons avec les régions, par exemple, pour discuter de manière différente avec les présidents de région, puisque nous avons créé une plateforme État-région et au sein de laquelle nous discutons des thématiques sur lesquelles il peut y avoir un cofinancement État, un cofinancement région. Nous faisons pareil avec les métropoles. Après, sur l'organisation des services déconcentrés de l'État, ils sont très en appui sur la mise en œuvre de la réforme territoriale. Moi, je crois qu'à un moment, sur l'ingénierie en soutien aux collectivités, puisque c'est de ça dont on parle, entre les départements qui organisent leur propre soutien, un certain nombre des régions qui ont des velléités de structurer une forme de data un peu régionale, les agences d'urbanisme qui ont démontré finalement tout leur savoir-faire, et il est grand, et moi je me souviens de mes premiers pas au sein de l'AURH, l'agence d'urbanisme de la région havraise, en matière d'observation, de capacité d'expertise, et puis finalement de prise de recul, et le fait de donner aux élus des éléments dont ils ne disposent pas forcément. Il y a là, on voit bien, une foultitude d'expertise, et à un moment, il faut que les expertises, elles soient utiles à la bonne échelle du territoire. Et donc il y a une nécessité, je crois, pas de tout réécrire, mais de voir comment, et je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État, on puisse mieux organiser l'expertise aux meilleurs échelons et à ceux qui en ont besoin. L'État, il est finalement créateur d'une boîte à outils qui permet l'organisation des coopérations, des solidarités entre les territoires. Je ne crois pas qu'ils doivent, à ce stade, beaucoup plus intervenir indépendamment de la réorganisation des services déconcentrés en fonction des réalités régionales et des réalités nouvelles des territoires. Et puis il y a l'État central, et vous l'évoquiez, qui passe aujourd'hui des pactes avec les métropoles ou avec les régions. S'agissant de ce pacte avec les États-métropoles, bien évidemment, pour les responsables d'agences d'urbanisme, bon, c'est une politique seulement sectorielle, ou comment vous vivez ça? Comment vous avez imaginé cette méthode? En fait, sur le pacte État-métropole, il y a un certain nombre de grands principes qui ont été rappelés, qui s'appliquent à toutes les métropoles et à l'État dans sa relation avec les métropoles. Mais chaque métropole a aussi développé sa propre thématique, celle qu'elle souhaitait mettre en avant. Je note que les thématiques sont plutôt très globales. Il n'y a pas une thématique particulière. Par exemple, en région Normandie, c'est l'axe Seine qui sera la thématique précisément de la métropole de Rouen. Et là, objectivement, les agences d'urbanisme, à mon avis, méritent d'être extrêmement sollicitées, et elles le sont, on le voit bien, comme étant des opérateurs incontournables dans un certain nombre de pactes d'innovation territoriale, parce qu'il y a un pacte État-métropole, et chacune des 15 métropoles actuelles, indépendamment de ce qui va se passer dans le PJL Paris, chacune des 15 métropoles actuelles développe un pacte d'innovation territoriale. Et je pense que dans ce pacte d'innovation territoriale, il y a nécessité que les agences d'urbanisme qui savent accompagner ces innovations en soient des opérateurs incontournables. Mais il me semble, de ce que je vois remonter sur ces pactes, que c'est d'ores et déjà le cas. Mais justement, le rôle des agences d'urbanisme dans la construction et l'utilisation de ces méthodes, de ces outils, quand on préparait le débat, Ariella, vous me disiez il faudrait qu'il soit davantage présent dans le débat public aussi, qu'il n'ait pas peur d'y aller et dans ce travail d'ingénierie, de ne pas être trop en retrait. On en a besoin, dites-vous. Je trouve les agences, j'ai le même truc que Martin Vanier là. Non, censuré, ça ne marche pas. Il y en a un qui marche, voilà. Il y en a qui Vous n'êtes pas censuré, personne ici. Oui. Nos limites. Parce que tout à l'heure, Martin, avec ses 3 micros, je me suis dit, je vais me retrouver dans la même situation. Alors oui, moi je trouve les agences trop timides, parce que pour moi c'est le seul réseau d'urbanistes en France en fait, solide, avec des gens jeunes. Moi je suis frappée parce que je viens régulièrement, c'est de plus en plus jeune, je connais moins de monde, donc c'est formidable, il y a pratiquement toutes les professionnalités. Mais d'abord, vous remarquez que pendant les colloques, jamais un directeur d'agence n'est en tribune, ce que je trouve bizarre, parce que c'est normal que les
les présidents parlent, mais Eh bien, les vendredi directeurs d'agence matin, et ils aussi seront en tribune. Non, ils vous sont le jamais promets. en tribune. Si, vous verrez, vendredi matin, ça sera le cas. D'accord, ah ben ça c'est bien, c'est une innovation, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Et ça c'est quelque chose que j'ai bien connu quand j'étais à Marseille, c'est-à-dire que la parole, elle est l'exclusivité de l'élu. Ça c'est très français. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est pas vrai. Je vous assure que le grand projet de Birmingham a été construit sur simplement un engagement du directeur de l'urbanisme auprès du privé. Parce que sa parole comptait. Il pouvait s'exprimer publiquement. Et il y a une capacité en Grande-Bretagne de passer d'une ville à l'autre sans problème. Moi, à Marseille, si j'ai pu travailler, c'est que j'étais fonctionnaire d'État mis à disposition, donc on ne pouvait pas me virer, ou alors si on me virait, on me perdait. Et j'étais seule à parler un peu, et je me suis fait quand même reprendre plusieurs fois parce que je parlais à la presse. Donc là, il y a un problème en France, c'est que les professionnels ne s'expriment pas. Sur les sujets de société, qui s'expriment? Je veux dire, sur les sujets d'urbanisme, on lit des choses complètement stupides, je veux dire, dans Le Monde, dans l'IB, etc., alors que les urbanistes ne s'expriment pas. Sur le projet d'Europa City, les seuls qui se sont exprimés sont les architectes du Grand Paris. Les agences n'ont rien à dire sur le développement des centres commerciaux périphériques qui sont en train de tuer nos campagnes et tous nos grands territoires. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que les agences d'urbanisme, c'est un réseau fabuleux. Ils sortent des études extraordinaires et c'est trop discret, trop discret. On a besoin de vous pour vous exprimer sur la place publique. Parce que ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que le développement durable ne prendra corps que si on est combien? 55 millions de Français sont convaincus. Sinon, on n'y arrivera pas. On est combien maintenant? 62. Je suis en retard. Et 62 millions. Et pour que ce soit le cas, ça veut dire qu'il faut que l'usager s'en empare. Il faut qu'on aille, je veux dire, sur la place publique en parler. Et les agences sont très bien placées pour ça. Donc voilà, moi je voudrais que les agences soient plus présentes sur la scène publique, qu'elles fassent des scénarios, qu'elles ne se contentent pas d'analyser les processus. Elles le font, mais c'est trop discret. Qu'elles passent à l'acte, qu'elles soient en charge de projets. Et puis, pour que ces outils, ces schémas, ils aient une traduction pour le citoyen. On a, dans la première partie de notre après-midi, le premier débat, dit le problème, c'est l'acceptabilité sociale, c'est le portage démocratique, et il faut pouvoir mettre ça dans le débat. Alors c'est compliqué parce que justement, c'est de la technique, c'est de l'ingénierie. Jean-François Husson, vous disiez, moi je suis un traducteur, hein, c'est l'expression que vous avez employée. Si je peux rajouter juste un mot, je pense que l'usager, il faut lui donner envie. Et qu'est-ce qui a fait le succès de l'exposition du Grand Paris? C'est qu'il y avait bien sûr des grands enjeux, des schémas, et il y avait des dessins de petits projets, de petites choses dans les quartiers, la façon dont on transformait par exemple Finn Geipel qui redessine les lotissements en montrant qu'on peut faire des petites centralités, qu'on peut faire des... Et ça prend sens. Je veux dire qu'on a besoin que les agences ne fassent pas seulement des grands scénarios, mais qu'elles montrent aussi concrètement pour l'usager au quotidien comment sa vie peut changer. Et c'est comme ça que l'habitant il peut pas réagir sur un schéma directeur, il peut réagir sur comment je peux vivre autrement, comment je peux me déplacer autrement, que ce soit très très concret. Moi, il me semble qu'on a besoin de ça. Jean Rotner et puis Jean-François Husson. Alors moi, comme président de l'AFNO, déjà, j'ai pas l'impression d'avoir des directeurs d'agence toujours très timorés. Hein. Au contraire, ils nous challengent plutôt et je trouve ça bien. Je trouve ça bien et c'est un équilibre. Moi, j'aime bien cet équilibre, effectivement, dans mon travail quotidien entre les collaborateurs et les élus qui visent en chambre à être en capacité de se remettre en question, d'inventer de nouveaux fonctionnements, d'innover, d'être agile un peu dans nos têtes et de reprendre le terme que j'avais tout à l'heure, c'est d'être en rupture parfois par rapport à ce qui se fait maintenant depuis des années et des années. Par contre, je crois aussi au courage politique et à la force à un moment donné d'affirmer un certain nombre de positions et qui débute, comme le disait Estelle Grelier tout à l'heure, bien sur le terrain auprès de l'élu de proximité, qui doit jouer son rôle, qui doit là aussi savoir s'engager. Trop souvent, on se réfugie derrière une réglementation, on hésite à la contourner, alors qu'il y a des stratégies de contournement qui peuvent exister aussi, qui font appel parfois à l'intelligence collective et qui permettent de sortir d'un certain nombre de situations difficiles. Cela n'empêche, je pense que quand on est élu, notre fonction, et tu l'as dit tout à l'heure dans un autre débat, nous avons mandat. Moi, avoir mandat, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'y reviens, c'est-à-dire qu'on me demande de gérer au nom d'un collectif pour un collectif. Ça veut dire qu'il faut oser la parole, ça veut dire qu'il faut savoir de temps en temps ne pas plaire à la pression sociale,
Parce que faire de la politique, moi j'en ai une haute estime, c'est prendre des engagements, savoir tenir un cap, donner du sens à une action publique et petit à petit le faire citer quand on est maire Mais d'une maire. la complémentarité, la coproduction vous oblige à chercher du consensus Mais parfois, non, et à partager un peu. Parfois, le consensus, on ne l'obtient pas, mais la décision politique, on la tient. C'est ça la différence, c'est ça la qualité et la force d'un élu qui a une vision pour son territoire, qui a une vision globale et qui n'est pas sur le buzz ou sur le coup. C'est ça la richesse. Et ça, c'est particulièrement stimulant quand on a la capacité de le faire, la volonté de le faire, et le souhait et surtout la force politique. Si on prend l'exemple des politiques énergétiques, et je me tourne vers Nicolas Clodon, qui est le directeur de l'action territoriale d'EDF Collectivité, vous avez choisi le bon des trois, c'est celui qui marche? Oui, ça marche. Vous avez aujourd'hui l'impression de voir que vos interlocuteurs, ils ont changé, que ces outils nouveaux et la nouvelle architecture de la réforme territoriale engagent un nouveau dialogue et de nouveaux modes de production de l'action publique? Ouais, tout à fait, on vit ça depuis maintenant plusieurs mois, voire je dirais plusieurs années. Et EDF, je dirais, c'est complètement adapté, est en train de s'adapter encore d'ailleurs à cette réforme territoriale profonde. On citait tout à l'heure le fait régional, qui est une vraie réalité. Du reste, notre président Lévy est en train de faire le tour, je dirais, des nouveaux exécutifs régionaux pour étudier avec les régions la manière de conventionner avec elles pour les aider à réfléchir et à bâtir leur stratégie, leur vision énergétique régionale. Oui, parce que là aussi, on a cité les lois de réforme territoriale, mais des lois qui impactent les collectivités locales, comme la loi de transition énergétique, la responsabilité aussi des régions dans la matière, bien évidemment. C'est quelque chose pour des grands acteurs comme EDF qui sont très importants. EDF a été identifié évidemment comme un acteur clé de cette transition énergétique et nous jouerons tout notre rôle. Nous avons bien en tête les objectifs de la loi TEPCV, notamment la baisse de 50% de la consommation d'énergie en 2050, la réduction de 40% des gaz à effet de serre entre 2015 et 2030. Nous prendrons notre part. Nous avons, il y a quelques mois, donc présenté une stratégie CAP 2030 qui va permettre de doubler la capacité installée d'énergie renouvelable en France. C'est un changement de paradigme important pour EDF. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi d'exprimer aussi un peu ce changement non pas d'ADN, parce que on pourrait peut-être y revenir pour rebondir sur les propos de Martin Vanier tout à l'heure. Cette approche réticulaire me semble absolument fondamentale, c'est-à-dire que le tout local n'est pas possible, mais il faut évidemment que nous puissions développer la sobriété énergétique, la maîtrise de la demande d'électricité et d'énergie en général, et l'utilisation des ressources locales dans les territoires, mais nous aurons toujours besoin, de par l'intermittence de certaines de ces énergies, nous aurons toujours besoin de réseaux et évidemment d'éléments de production plus centralisés. Donc c'est bien cette interterritorialité et ce dialogue finalement entre le descendant et puis comme disait Madame tout à l'heure, le bottom-up et le top-down qui doivent absolument s'imbriquer. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous nous sommes organisés, nous, pour suivre à la fois, je dirais, à l'amont et à l'aval, toutes les initiatives que peuvent prendre les collectivités, je dirais, quel que soit leur niveau de compétence, quelle que soit la nature de leur projet. C'est vrai, j'en ai parlé pour les régions dans l'accompagnement que l'on fait et que l'on est en train de faire avec elles sur les aider à concevoir leur stratégie énergétique régionale, notamment à travers l'élaboration de ces schémas directeurs. Bien sûr, les métropoles et les grandes intercommunalités qui vont mettre en œuvre à travers les PCAET ces orientations. C'est aujourd'hui, au-delà des PCAET, directement 800 à 1000 projets que nous suivons en permanence sur le territoire national, sans compter les projets que peuvent suivre nos filiales de spécialité comme Dalkia, Citellum ou Sonetrel. Je pourrais ajouter que EDF connaît depuis très longtemps, puisque le sujet c'est nos limites, EDF connaît depuis très longtemps ce paradoxe et cette tension. C'est comment effectivement optimiser le système électrique français au bénéfice du citoyen. Alors ça passe par des éléments tarifaires, la péréquation tarifaire. Ça passe évidemment par un équilibre offre-demande en permanence à assurer, puisqu'aujourd'hui le stockage de l'électricité n'est pas encore
je dirais, totalement au point. En tout cas, il reste très coûteux. Donc il faut absolument maintenir cet équilibre offre-demande. Et c'est pour ça que nous avons aussi, depuis de longues années, passé des accords avec la Bretagne ou avec PACA, le Pacte électrique breton, pour s'assurer que, à la fois en termes de MDE, en termes de production décentralisée et en termes de, je dirais, de lissage de la pointe de consommation, nous pouvons à tout moment assurer cet équilibre. Dans ce que vous nous dites, c'est que vos interlocuteurs principaux dans ce nouveau paysage territorial, ce sont les régions et les intercos, les agglos. Alors c'est aussi les deux niveaux pivots. Ce sont des niveaux pivots parce que la loi leur donne aujourd'hui effectivement la compétence d'orientation et la compétence de mise en œuvre, notamment de ces compétences climat, air, énergie. Mais, et j'y tiens aussi parce que dans une de mes casquettes, c'est l'animation de nos équipes solidarité sur le territoire national, c'est aussi la compétence sociale et la prévention et le traitement de la précarité énergétique. Et donc ça veut dire des relations avec les départements pour la gestion des FSL au plus près, pour s'assurer que les aides sont versées aux ménages qui en ont le plus besoin. C'est des relations, j'étais encore la semaine dernière à Clermont-Ferrand pour le congrès de l'UNCAS, les relations avec les CCAS, avec les CIAS, qui... Alors ça, c'est toutes les politiques locales, bien sûr, qui font système et qui font de l'inclusion sociale, parce qu'il n'y a pas de développement sans inclusion. Mais au-delà, et on voit bien que les outils de planification, les outils de portage de projets, il y a deux niveaux pivots dans cette architecture territoriale que vous décrivez, c'est l'interco et c'est la région. Et donc, il y a la nécessité aussi que ça converge. Or, il y a des territoires peut-être où l'outil que vous mettez en place, le formalisme juridique sera préservé, bien sûr, mais il n'y aura pas forcément l'engouement qu'on a pu connaître dans la région Bretagne, où il y a une tradition de coopération, et d'autres régions où c'est moins facile. Il y a aussi de nouveaux ensembles régionaux. Jean-François Husson, comment vous voyez ça ? Cette complémentarité dans les c'est pour ça que je reviens sur l'anagramme de nos limites, c'est on milite. C'est pour ça que je milite pour les pôles métropolitains. Pour éviter, parce que il y a 15 jours à Nancy, il y avait pendant un jour et demi, comme ça, c'est pareil, un forum où on expliquait. Et j'ai souri, parce qu'on devient métropole, et ce même jour, enfin 15 jours après ou 2 mois après, j'entends... il ne faudrait pas que les métropoles soient aujourd'hui la nouvelle Rolex institutionnelle. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc, il faut quand même faire très attention, je le dis parce que... 50 ans de district, si tu ne veux pas rater ton territoire, il faut avoir une métropole. Voilà, c'est ça. Enfin, ça, c'est un grand publicitaire qui l'a dit. Hein. On va prendre la métaphore. Il ne faut pas se tromper sur, sur l'origine. Et ensuite, c'est vraiment, c'est pour ça que je pense que c'est un travail lent et il faut mettre à la fois de la passion et de la conviction. Et je disais à la ministre, moi j'ai aucun souci, enfin j'ai aucun souci, j'en sais rien, je verrai dans un an, mais je milite pour ces causes qui quand même au départ paraissent complètement à l'opposé de l'objectif communal du développement du Sénat. Mais je peux vous dire, y compris dans les débats au Sénat, on sent très bien que ça bouge. Ça bouge beaucoup parce qu'il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on regarde en 2 minutes ? Les territoires ruraux, vous vivez beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a un quart de siècle dans n'importe quel village de France. Dans n'importe quel village de France. Et surtout qu'il y a beaucoup moins de différence entre un urbain et un rural. Dans la rue, vous ne faites pas la différence. On ne fait pas la différence, sauf il y a 60 ans, oui. Ça, c'est ce que vous pensez encore. Non, mais c'est la réalité. C'est le président de l'association des maires ruraux qui dit ça. Oui, mais en même temps, il explique en permanence qu'il faut des dotations plus importantes, etc. Moi, on met tout sur la table, hein, j'ai aucun souci. Hein. On parle de dotations, des services, des problèmes de centralité, de la difficulté d'avoir du service de bon niveau en déplacement, du développement économique. Comme ça, tout le monde est servi. Mais après, il faut y aller. Pression fiscale. Pression fiscale. Et puis, vous savez, vous les entendez beaucoup dire « Attends, on ne veut pas de cassos. Hein. » Et les plans départementaux de l'habitat et tous ces soucis. Eh bien, il faut y aller. Hein. Non, mais je veux dire, et la France, quand je dis il faut faire ensemble, c'est vivre ensemble, c'est donc de la solidarité, parce que le discours aussi, il faut redonner, il faut donner aux autres, faire attention aux poches de précarité. Il y a plus de poches de précarité, il y a beaucoup plus de pauvreté dans les villes, notamment parce que souvent les centres-villes, c'est le fruit de l'histoire. C'était plus facile d'aller construire par étalement que de rénover les centres-villes. Voilà. Donc il faut remettre de la mixité. Et je peux vous dire, là je rends hommage au président d'honneur de l'AFNO, le président André Rossino, qui à Nancy a créé avec ses équipes municipales et au long, alors ça dure, hein, mais au long des mandats, de la mixité sociale. Et on est
complètement dans les objectifs, on est au-delà des 25%. Donc je dirais qu'il y a aussi des territoires qui réussissent. Estelle Grelier, vous souhaitiez intervenir? Oui, pour dire Et puis après, on va ouvrir le débat, on va mettre un peu de lumière sur la salle, on va ouvrir le débat avec vous. Que je souscris aux propos du sénateur, et que s'agissant de la construction des métropoles ou des intercommunalités, ce que l'on voit dans les nouveaux schémas, pour moi, on est à un carrefour de la construction intercommunale. Et vous savez mon attachement au fait intercommunal. Les métropoles, en s'élargissant vers du périurbain, voire même du rural, quand vous regardez la construction de l'agglomération de Reims, vous avez du très rural qui va côtoyer du très urbain. La métropole de Marseille que vous citez aussi. Mais même, y compris à une échelle plus fine, la recomposition des intercommunalités fait que la ville-centre, qui sera juste sur les petites communes à côté, ça ne passe plus via le seuil à 15 000 habitants qui a été décidé par la loi NOTRe. Donc nous aurons des profils d'intercommunalité beaucoup plus mixtes et indépendamment des outils que doivent développer les intercommunalités entre elles, et je suis aussi promoteur des pôles métropolitains, je sais que vraiment, les intercos sont à un tournant, c'est-à-dire soit elles se sont imposées dans le paysage institutionnel, elles ont un petit sujet de représentation démocratique, mais passons cela, elles ont aussi un sujet sur l'organisation de la solidarité territoriale à l'intérieur de leur périmètre. Ça passe par les services publics, ça passe aussi par l'harmonisation fiscale, parce qu'un certain nombre d'élus des communes-centres vous expliquent par exemple qu'ils payent les services publics qui sont élargis au territoire avoisinant. Et il se trouve que le territoire avoisinant, bénéficiant des mêmes services publics, peut organiser une pression fiscale moins importante. Tout ça doit être vraiment posé, remis à plat sur les pactes fiscaux et financiers. Vous devez être saoulé de m'entendre dire ça depuis maintenant 10 ans, mais il faut des pactes financiers et fiscaux à l'intérieur des intercommunalités, et c'est ainsi que cet échelon fera la preuve de sa modernité et de son implantation pérenne et durable dans le paysage institutionnel. Alors, on ouvre le débat. Et sur les outils de la coproduction, sur cette nouvelle façon de porter les projets avec un repositionnement des acteurs territoriaux, régions, intercommunalités notamment, et puis le rôle de l'État. Ce que vous vivez aujourd'hui, les difficultés que vous rencontrez, vous pouvez bien sûr en témoigner, des propositions d'amélioration aussi que vous voyez. Jean Rotner, vous avez... Non, juste pour information, quand on a préparé cette séquence avec Estelle Grelier, elle a dit « j'espère que j'aurai des questions parce que j'adore répondre comme ça en direct ». Donc allez-y, lâchez-vous. Il y a même eu un questionnaire de la FNO. Les directrices, allez, on y va. Il y a eu un questionnaire qui a été envoyé aux adhérents de la FNO, et moi j'ai quelques questions qui sont... Alors, on peut peut-être commencer par celle-là d'ailleurs. On nous dit, vous avez évoqué rapidement tout à l'heure les datas régionales. Et alors là, il y a une question justement, qu'est-ce que c'est le rôle de ces datas régionales? Est-ce qu'il y a un rôle aussi pour l'État là-dedans? Et ou une nouvelle ingénierie des régions, comment vous voyez l'émergence là de ces nouveaux outils? Et c'était en particulier en Nouvelle-Aquitaine que la proposition avait été faite par le président Rousset. Oui, non, moi ce que je dis, je vais faire la même réponse que tout à l'heure, je pense qu'il faut lister les ingénieries, qu'elles existent, et qu'il faut bien mesurer la valeur ajoutée d'un organisme qui serait déconnecté de ce que fait déjà la région dans ses propres services régionaux, et bien mesurer sa valeur ajoutée et ses articulations par rapport aux agences d'urbanisme, à tout ce que développent aussi les intercommunalités en leur sein, en matière d'expertise, ce que développent aussi les syndicats mixtes qui portent les SCOT. Moi, je pense qu'avant, je suis plutôt d'avis de manière générale à la prudence quand il s'agit de créer des nouvelles structures un peu ad hoc, et que quand on est dans un cadre où justement les lois invitent à la coopération entre les acteurs, une data régionale, en plus je crois que c'est vraiment pas une bonne manière de le dire, parce que Datar, évidemment, on se souvient tous de ce que c'était extrêmement puissant en termes d'aménagement du territoire, mais ça indiquait aussi une forme de prééminence à un moment où moi je dis qu'il faut précisément tous qu'on apprenne à travailler et à coopérer ensemble pour les territoires. Je ne suis pas sûre que ça s'adapte à toutes les régions. Il faut regarder ça avec beaucoup de prudence, de mon point de vue. Il y a une autre question, je la garde pour la fin, celle-là, parce que ça sera quel nouveau rôle pour les agences d'urbanisme, ça sera une très bonne conclusion. Et puis une autre question, quelle place pour
les SCOT entre les SRADET et les PLUI. Alors, là, je vais essayer... Non, je ne regrette pas d'être venu et je vais vraiment répondre en tant que membre du gouvernement parce que moi je suis une traumatisée du SCOT en tant qu'élu local puisqu'on a fait un SCOT avec des gens qui ne s'entendaient pas, qui ne partageaient pas du tout les mêmes visions. D'ailleurs, les EPCI se sont éclatés dans différentes directions et à l'époque, nous avons été de ceux, et je n'en suis pas très fier, qui avons imaginé un SCOT pour déverrouiller les révisions des PLU. Donc vous voyez que j'ai mis un peu de temps en tant qu'élu local à voir que le SCOT était vraiment une possibilité d'aménager, notamment d'intégrer la limitation de l'urbanisme sur une échelle plus grande. Et je dois dire que certainement la loi NOTRe, il faut parfois aussi savoir faire son mea culpa, n'a pas clarifié les choses en autorisant pour satisfaire des revendications légitimes, notamment des EPCI XXL, le fait qu'un SCOT pouvait être restreint finalement à l'échelle d'un EPCI, puisque nous n'avons pas pu l'écrire autrement. Or, le SCOT, pour moi... Et c'est pas ça l'esprit, effectivement. Voilà, ce qu'on essaie de faire, oui, alors, le sénateur me dit on essaie de le faire sauter dans la loi égalité, citoyenneté. En fait, nous, ce que nous voudrions, notamment avec le ministère du Logement, je sais qu'Emma doit venir, je ne sais pas si elle vient demain, mais elle doit venir demain, ou vendredi matin. L'idée, c'est vraiment, le SCOT, c'est un travail inter-EPCI. Et qui doit, et en fait, c'est vraiment le poupée gigogne, quoi. Le PLU, le PLUI demain, parce que je rappelle que l'objectif que nous visons est celui de la généralisation des PLUI, qui sont de puissants vecteurs d'organisation d'un projet de territoire communautaire, soit compatible, évidemment, respecte les règles du SCOT, qui lui-même respecte les orientations et les règles générales du SRADET. Et moi, je crois que ça ne fonctionne que s'il y a des discussions et des négociations très en amont qui sont menées, notamment avec ceux qui représentent les SCOT. Et j'indique d'ailleurs que s'agissant du SRADET, c'est inscrit dans la loi. Donc ça s'organisera aussi en fonction du niveau, et on en a beaucoup parlé, du niveau de concertation que les régions consentiront à organiser très en amont de la définition de leur schéma. Et puis, rôle des régions, mais vous le rappelez avec les SCOT, c'est aussi toute l'interterritorialité, la collaboration entre les intercos sur un territoire, comme vous essayez de le faire, vous l'expliquiez tout à l'heure sur Nancy oui, aujourd'hui. Et vous avez par exemple, moi ce que je trouve intelligent, ou sur les pôles métropolitains, ou s'agissant des SCOT, c'est qu'on peut identifier des problématiques qui sont de l'ordre de la particularité des territoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça n'est pas sur des compétences obligatoires, il y a une forme de souplesse de ces structures, en particulier le pôle métropolitain, et vous pouvez, en mettant les deux en lien, organiser des services qui sont aussi ceux des habitants. Il se fait par exemple des choses assez importantes en termes d'accès aux soins sur ces échelles-là, en lien avec les GHT, et que vous pouvez organiser avec la souplesse qui correspond aux besoins finalement des habitants. Les groupements hospitaliers de territoire. Oui, les groupements hospitaliers des territoires. Alors, qui souhaite intervenir? Voilà, vous avez le micro ou il arrive jusqu'à vous? Ah oui, il y a quelqu'un qui l'a déjà? Mettez un peu plus de lumière, qu'on vous voit bien, ça sera... Les intervenants au moins pourront vous regarder, voilà, si c'est possible. Donc, et si la personne qui prend la parole peut se lever, ça sera encore mieux. Allez-y, c'est à vous, madame. Donc Sylvie Tourné, je suis adjointe à l'urbanisme, au logement depuis déjà de nombreuses années. Je suis aussi conseillère communautaire à Maubeuge, dans le nord de la France. Je suis cadre à l'université de Valenciennes. Je suis chargée d'appui aux relations avec les territoires et les campus. Je voyage beaucoup à l'étranger déjà et je peux vous dire que j'aime beaucoup la France, qu'on y vit très bien, et y compris pour les minima sociaux. Simplement, dans l'agglo, on était 22 communes. Avec toutes les nouvelles réformes, nous sommes passés à 42 communes, dont beaucoup de petites communes, de moins de 5000 habitants, voire moins de 1500, et même des communes de 100 habitants. Ça cause un souci puisque les maires de ces communes sont beaucoup plus frileux, si je peux me permettre de parler comme ça, par rapport aux maires de nos communes à nous. Et nous, c'est 10 000 habitants, hein, ce n'est pas encore des très grosses communes. Et du coup, en termes de développement économique, par exemple, pour n'en citer qu'un, pour ne pas monopoliser la parole, c'est une catastrophe. Puisque les maires des petites communes ne veulent surtout pas du développement économique. Ils ne veulent pas des nuisances éventuelles qu'elles pourraient leur apporter. Et on a perdu 4 gros projets qui auraient vraiment apporté beaucoup d'emplois dans notre bassin. Et on sait que sur Maubeuge, on en a grandement besoin. Donc voilà, moi je pense que les réformes, il en fallait. On a peut-être été un peu vite, un peu loin.
Et je pense qu'il fallait supprimer les départements. Quand on parle de politique de proximité, je ne suis pas d'accord. Quand on prend le RSA, quand c'était géré par les caisses d'allocation familiale, c'était bien mieux. Les gens qui percevaient cet argent pouvaient avoir des interlocuteurs directs. Aujourd'hui, on ne répond jamais au conseil départemental. Vaste débat qu'on ne va pas ouvrir maintenant. Merci. Ensuite, moi, je suis aussi présidente d'une grosse association de réinsertion de 85 salariés, qui sont la plupart en contrat aidé. Aujourd'hui, le RSA. Le département du Nord, c'est quand même un gros problème. On a dû augmenter les impôts fonciers de 27%, c'est pas anodin. C'est de la solidarité, le sénateur a raison. Moi, ça me fait 12 € par mois en plus, je veux bien les donner. Simplement, nous, la question qu'on se pose en tant qu'élus, c'est ces personnes qui ont RSA, qui viennent tous les jours pleurer pour qu'on leur donne du travail, y compris à Synergie, pour 700 € par mois, 780 pour être très précise. Pourquoi ne pas leur donner cet argent-là pour des petits contrats de 20 heures ou des formations de 20 heures et leur permettre ensuite de rebondir sur un emploi peut-être plus pérenne? Là, on leur donne de l'argent à rester chez eux. Aujourd'hui, tout le monde les pointe du doigt alors que 80% d'entre eux n'en peuvent rien. Voilà, je pourrais encore continuer parce que on va donc peut-être faire circuler le micro. Merci. Comment embarquer des élus qui sont un peu frileux, qui ont du mal à comprendre les réformes, qui sont dans des petites... On va peut-être reprendre plusieurs interventions. Alors, il y a là... Oui, bonjour, Dominique Alba, donc je suis directrice d'agence d'urbanisme, d'une agence... Prenne la parole. De l'atelier parisien d'urbanisme, qui était une agence qui est sortie, je dirais, ou qui a élargi son conseil d'administration à des échelles métropolitaines. Moi, je suis un peu frappée des échanges que vous avez eus au regard de la présentation d'Ariela Masbounji, parce que j'ai l'impression d'entendre que des choses qui relèvent de grands documents d'urbanisme, dont on a tous pu découvrir les limites. Ils nous ont supportés, ils nous ont accompagnés depuis les années 50, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, ils sont vraiment, pour moi, dans d'un exercice un peu comme une impasse, on va dire ça comme ça. Et dans tout ce que vous avez dit, on ne voit pas comment l'urbanisme de projet, comment la participation citoyenne, comment l'apport du privé, comment la souplesse nécessaire peut trouver sa place. Je ne le vois pas dans un SCOT, je ne le vois pas dans un STRADET, je ne le vois dans aucun des schémas que vous avez évoqués. J'ai l'impression qu'on est encore dans l'idée de... On va reconsolider ces documents. Et nous, agence d'urbanisme, on est justement en tension entre toutes ces innovations que nous demandent nos partenaires, je dirais nos conseils d'administration, les élus avec lesquels on travaille au quotidien, les services techniques des collectivités aussi qui nous demandent sans arrêt de les accompagner. On se dit, mais comment aujourd'hui les nouvelles organisations territoriales vont trouver aussi les moyens d'avoir des nouveaux outils? Et là, Madame la Ministre, dans ce que vous dites, je ne les vois pas. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors là, vous êtes directement interpellée, donc vous répondez, Estelle Grelier. Et aussi, puisque vous êtes arrivé et vous avez écouté ce que nous disait Ariela Masbounji, c'est aussi la question de prendre en compte des choses qui sont du provisoire, qui n'est pas dans notre culture administrative, dans nos documents où on construit pour l'éternité, de prendre en compte des choses qui peuvent être réversibles, qui ne sont pas avec des normes comme si on construisait pour des bâtiments pour les générations futures. Comment on adapte tout ça? Comment on fait vivre tout ça? Et d'abord, l'interpellation qui vous est faite par l'urbanisme. Je la trouve assez, je dis les choses comme je pense, assez injuste et assez caricaturale et plutôt facile. Parce que ça renvoie ça aux élus, où alors les services demandent des choses innovantes, etc. Et nous, on n'est pas capable de fournir finalement la boîte à outils qui va, et on recycle, ce qui est souvent d'ailleurs opposé à la classe politique, les vieux documents, parce que finalement, on n'est capable que de ça. Je trouve que ça n'est pas très juste. C'est indifférent à la manière dont on a voulu repenser l'action publique. Moi, je ne suis pas une spécialiste des sujets d'urbanisme, il y en a d'autres autour de cette table qui le sont. Je ne vois pas aussi tout le temps, je préfère le dire comme je le pense, parce que je vais retourner ce point, la force de proposition. Enfin, dans une république décentralisée, dans un mouvement de décentralisation qui s'est affirmé, dans une émancipation des territoires que vous devriez revendiquer aux côtés des territoires, les innovations, les expérimentations, elles sont très largement ouvertes. Et j'allais dire, là-dessus,
l'État est prêt à entendre quasiment tout. Et je dois dire qu'il ne nous revient pas toujours beaucoup. Donc vous renvoyez, Madame la directrice, les propositions suivantes. C'est si nous sommes peut-être dans l'incapacité, parce que nous ne sommes pas assez agiles, mobiles dans nos têtes, ce qui est possible. Nous renvoyer peut-être les propositions que vous avez à faire. Quand les textes de loi sur la réforme ont été concertés avec les différentes associations d'élus, avec un certain nombre d'acteurs citoyens, on a mis en musique ce qu'on a pensé être un peu différent. Ce que j'ai expliqué sur la manière dont on s'organise avec les collectivités me semble être, mine de rien, assez moderne. Mais de la même manière que je ne peux juste vous dire notre ouverture d'esprit à écouter ce que vous avez à nous proposer, mais dans le respect de ce que veulent les territoires. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les boîtes à outils, si elles sont intelligemment utilisées, elles permettent dans les territoires de faire beaucoup. Et c'est peut-être là justement qu'on attend la grande expertise des agences d'urbanisme. Moi j'ai vu ce que l'agence d'urbanisme de ma région a pu nous proposer dans des prospectives qui vraiment n'avaient jamais été l'échelle de réflexion des élus, et combien ça nous a alimenté. Moi je crois que c'est déjà possible. Donc j'ai un renvoi de balle assez net en disant, puisque vous êtes sachant sur ces sujets, eh ben, aidez-nous, et si vraiment il y a des blocages législatifs qui empêchent les territoires d'aller à l'innovation, il faut nous le dire. Vous me dites législatif, non, bah, si c'est réglementaire, il faut nous le dire, c'est un peu plus simple. Et si c'est dans la mentalité des élus, eh ben, c'est une république décentralisée et il faut l'assumer. Mais vraiment, soyez force de proposition, on vous écoutera avec une très grande attention. Oui, quand on observe les pays voisins, il y a d'une part des politiques publiques plus fortes, je suis désolée de le dire, mais aussi parce que les territoires ne sont pas pareils. Par exemple, les Pays-Bas sont obligés d'être très économes sur leur territoire. La France ne se rend pas compte qu'elle doit l'être, mais ça c'est vraiment un état d'esprit national qui doit être plus exigeant vis-à-vis de l'économie des territoires. Mais si je regarde ce qui s'est passé par exemple en Allemagne, moi je ne crois pas que ce soit les règles. Je crois que ce que vous instituez n'est pas le problème. Je pense que ce qu'a fait par exemple l'Allemagne en produisant ces méthodes IBA, c'est assez extraordinaire parce que l'M-Share Park n'aurait pas été possible autrement. Et il avait été proposé une IBA sur l'axe Seine. Et l'IBA pourrait rendre possible l'axe Seine, parce qu'un des problèmes que je voulais évoquer, mais on n'a pas le temps pour ça, était qu'il faut des maîtrises d'ouvrage à ces grandes échelles. Et nous n'avons pas. Nous n'avons pas de maîtrise d'ouvrage aux grandes échelles, aux très grandes échelles. Et l'IBA, c'est vraiment ça. C'était appel à projet avec dispositifs pour mettre en œuvre. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Hambourg et sur d'autres territoires. Donc on n'a pas cet instrument, c'est dommage. Resta Grelier, oui, je vous entends dire, il y a quand même les opérations d'intérêt national. Oui, mais les opérations vous évoquiez tout à l'heure le bassin de la Seine. Ce qui nous est opposé, parce qu'on peut à un moment opposer les choses, pas forcément de vous, mais on peut opposer les choses. Quand on dit l'État n'a pas forcément une politique publique suffisamment affirmée sur les questions d'aménagement du territoire, moi je peux vous dire, pour être allé rencontrer un certain nombre de représentants des établissements publics territoriaux dans le cadre de la métropole du Grand Paris, que par exemple les CIN ou les opérations d'intérêt national braquent parfois aussi les élus parce qu'ils considèrent, que l'État justement a trop la main. Donc il faut vraisemblablement s'organiser. Et je dirais juste un mot, parce qu'on est dans le Pays Basque, le PCI XXL que nous avons avec la grande implication des élus locaux, et je voulais saluer le maire de Bayonne et des services de l'État. Oui. Mais ça a été permis, vous n'imaginez pas le travail fin ou du législateur ou du gouvernement pour accompagner ce qu'on considérait comme une construction assez atypique par rapport aux autres constructions territoriales. Et là, je crois que l'État, dans son rôle, sans s'immiscer dans les délibérations des élus, a su montrer qu'il savait aussi accompagner des constructions territoriales, en tout cas réputées dans un cadre exceptionnel. Jean Rotner. Oui, attendez, Ariella. Un autre dispositif, par exemple, ce qui m'a frappé aux Pays-Bas, c'est la coopération volontaire entre Amsterdam et ses voisins. Il n'y a pas une institution. Il y a une sorte d'institution, mais ça n'est pas aussi puissant. Oui, mais ce qui nous a été expliqué tout à l'heure sur Nantes-Saint-Nazaire, avant qu'il y ait d'outils institutionnels, ils ont fait des choses ensemble. Comment procède l'État ? C'est-à-dire que l'État, avant, était très, très exigeant aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'en fait, c'était lui qui définissait les constructibilités. Le pays est sous menace quand même de disparaître. Donc, il y avait une raison, les villes acceptaient. Alors ça, c'est fini. Par contre, l'État a vraiment délégué maintenant aux collectivités l'aménagement de leur territoire, mais
il tient le financement des transports. Et le financement des transports, qui est quand même vital, n'est donné que s'il y a coopération intercommunale. Donc, les territoires coopèrent. C'est aussi une façon de faire. Donc, tout à l'heure, Madame disait que vous êtes très contente d'être française, moi aussi. Et je trouve que la France est loin d'être le pays le plus catastrophique en Europe. Partout, quand je me déplace, par exemple récemment à Berlin, ils sont très admiratifs des Français, de notre capacité à faire des grands projets et de notre capacité de maîtrise d'ouvrage qu'ils n'ont pas. Donc la France a des côtés très, très positifs, mais elle a aussi à apprendre des voisins. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'échanger entre nous, parce qu'il y a des dispositifs nationaux. Par exemple, l'IBA, c'est quand même pas tout à fait nos OIN. C'est une sorte de dispositif vraiment de passage à l'acte, avec, bon, aussi c'est l'État local, c'est le land, hein, c'est le land, c'est pas vu de la même manière, et ça vise vraiment le développement du territoire. Ça marche très bien. Oui, moi je trouve déjà ce débat assez intéressant et qui montre en fait nos difficultés du moment. Notre collègue de Maubeuge illustre vraiment là aussi il y a toutes les contraintes qui pèsent à un moment donné sur les organisations des collectivités, qui soient élues d'ailleurs ou administratifs. Voilà, on a des problèmes, on a des situations, on n'a pas forcément de réponse, et ça secoue. Ça secoue entre l'élu d'un petit village qui n'est pas dans un objectif effectivement de consommation financière pour développer de l'économie, et puis la réalité de ceux qui aujourd'hui sont dans une détresse sociale qui ne fait que se creuser compte tenu de la situation économique mondiale et de notre pays. Enfin voilà, c'est les réalités auxquelles on est confronté tous les jours. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'on débat en sous-jacent depuis le début de cela, d'un monde institutionnel français qui est en train de se transformer, qui a ses contraintes. Nous devons en sortir, nous le savons. C'est l'objectif d'ailleurs de ce genre de réunion et de rencontres aussi. C'est d'aller un petit peu, de prendre le temps, d'aller sur du fond et de nous dire mais quelles sont les directions communes, les éléments de langage finalement communs du monde de l'urbanisme, qui est un monde important, qui porte aussi des fondamentaux, des expertises, et qui va les apporter à l'échelle du pays. Donc c'est vrai qu'on n'est peut-être pas allé dans la direction d'Ariella, mais je crois que les réponses aujourd'hui sont aussi dans ce que dit la ministre, comme dans ce que dit Jean-François. Il y a... Oui, j'ai l'air de la synthèse. C'est mon job de président. Non, mais c'est aussi mon vécu d'élu local. Moi, je suis persuadé, et ça vient en résonance de ce que je disais tout à l'heure. Quand on est élu, à un moment donné, on se prend en main. On a un projet politique. On a eu un suffrage universel qui nous a donné mandat, je le répète. Ça veut dire qu'il y a des objectifs à tenir. Ça veut dire qu'il y a une vision. Ça veut dire qu'il faut porter un projet. Si c'est simplement faire de la gestion, moi, ça ne m'intéresse pas. Si c'est effectivement construire, élaborer et remettre en perspective, on est dans d'autres choses. Et on arrive à ce moment-là à sortir, c'est vrai, simplement de la planification. Mais on est juste contraint à un moment donné d'y revenir. D'y revenir, c'est aussi toute notre difficulté, parce que notre PLU, on est obligé de le faire. Et il faut réexpliquer. Et il faut réexpliquer. Et il faut encore réexpliquer. Maintenant, il va falloir réexpliquer le PLUI. Et ensuite, il va falloir expliquer le SCOT, et le SCOT vis-à-vis du SRADET, avec un SRADET qui est extrêmement compliqué. Donc on est enfermé. C'est un peu un problème français, disons-le aussi. C'est aussi un peu le message d'Ariella. Moi, j'aimerais bien faire de la défiscalisation à la new-yorkaise chez moi. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Pas la possibilité de le faire. Je ne peux pas sortir dans une stratégie de non-planification de projet par la défiscalisation. C'est pas possible. Je ne peux pas exempter d'impôts pour une cause urbaine. Non mais d'accord, mais je ne peux pas moi. En France, on ne peut pas. Donc on a des contraintes, on a des forces, je crois qu'on a des qualités. On est un pays qui a non pas un modèle, mais plusieurs modèles urbains. Il y a Paris et le reste du monde. Il y a aujourd'hui des grandes villes. Je ne vais pas citer que Lyon, mais il y a Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux qui montrent une autre voie. Et puis après, il y a le projet qui est porté dans chacun de ces territoires. Ce qui me semble essentiel, excusez-moi, je vais finir là-dessus, parce que ça fait le lien avec le rôle des régions. Aujourd'hui, toutes ces villes intermédiaires, centre-bourg, qui deviennent de vraies préoccupations régionales en termes d'aménagement du territoire, en termes de perspectives. Et l'enjeu de la France, peut-être, va se jouer dans ces territoires-là, non pas en opposition du rural par rapport à l'urbain, mais
avec ce rôle peut-être qu'auront les Rolex françaises, de s'occuper réellement de leur hinterland, d'avoir un rôle moteur, d'accompagnement, une responsabilité supplémentaire. C'est un peu, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris quand même, le rôle de ce pacte entre l'État et les métropoles. Il va falloir que les métropoles comprennent bien ce rôle-là, l'embrassent totalement, parce que sinon on va passer à côté de une quelque responsabilité aussi où elles irriguent l'ensemble du territoire. Puisque je parle d'irrigation et qu'on était sur la coproduction, on a la chance d'avoir avec nous le directeur de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Quand on est dans la co-construction de politique publique, vous avez fait quelque chose d'assez original avec l'ODAP à Bayonne et puis avec les collectivités sur ce territoire, qui peuvent peut-être intéresser tous les congressistes. Si le micro veut bien venir jusqu'à vous. Voilà, si vous descendez le micro, il est au deuxième rang. Là, au deuxième rang, en bas, tout en bas. Et puis comme ça laissera Grelier le temps de répondre à la question finale, le rôle des agences, Madame la Ministre, aujourd'hui et demain. Merci. Donc Laurent Bergeau, je suis directeur général de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc je vais répondre un peu à votre question, un peu comme... et puis réagir peut-être au débat plus généralement. Exactement, aussi. Mais moi je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas élu. Je suis directeur général d'une agence, un établissement public de l'État, avec un comité de bassin qui rassemble des usagers, des élus, donc une diversité assez forte, des élus urbains, des élus ruraux. Donc ce dialogue, on l'a régulièrement entre les différents niveaux de décision, de planification, de légitimité aussi. Donc ça c'est déjà un point et ça dure depuis plus de 50 ans puisque les agences et les comités de bassin... alors il y a une certaine permanence quand même au fait que une rivière ça coule d'amont en aval et là quelles que soient les réorganisations administratives et les redécoupages, etc. Par contre, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça paraît simple, mais l'eau est un domaine très très complexe et on a une certaine expertise, même si j'ai noté que les rois du monde, enfin, c'était les Néerlandais, mais bon, on passera sur cette partie-là. Mais voilà, c'est pas si simple que ça. Et je dirais, moi, tous mes collaborateurs, ce que je leur demande, c'est du coup de faire de l'entrisme, d'être capable d'intégrer une équipe projet, de susciter ce projet. Parce qu'on a entendu beaucoup de termes, des acronymes, des mots. On a chacun dans son domaine, quand bien même c'est un domaine très très transversal, un vocabulaire, certains disaient un volapük, mais qui est son vocabulaire propre. Et moi, si je vous parle SDAGE, SAGE, clé, etc., vous le savez, mais après, quand on va parler tous les responsables territoriaux connaissent. Mais quand on parle de cela après au secteur purement urbanistique, eh bien, il y a un moment, lorsqu'on veut faire se parler un SCOT et un SAGE, eh bien, il faut une traduction. Il faut une traduction pas seulement juridique, mais une traduction en termes de terminologie. Il faut que les clés se discutent avec la gouvernance des SCOT, etc. Et une traduction d'objectifs partagés. Une traduction d'objectifs partagés, c'est important. Alors, souvent sur le milieu urbain, évidemment, le petit cycle de l'eau, eau potable et assainissement, est un sujet important et assez évident. Je dirais à chaque fois, c'est une solidarité par les tuyaux est quand même beaucoup plus évidente. Mais on voit bien que l'étalement urbain, ça a un impact très fort après sur les réseaux. Donc ça, c'est relativement évident. Donc c'est la première entrée. Une autre entrée qui n'est pas si évidente que ça, après, c'est l'imperméabilisation des sols, l'artificialisation. Et en fait, avoir à nouveau une lecture hydrographique d'un territoire. Alors, dans les territoires ruraux, c'est plus, je dirais, ça paraît plus évident. Dans un territoire urbain souvent artificialisé, cette lecture hydrographique, elle est brouillée, elle est voire masquée, voire busée, voire artificialisée. Et donc, il y a ce travail à nouveau qui est à faire et c'est ce que nous faisons en dialoguant d'abord et en conventionnant avec les 3 agences d'urbanisme qui couvrent le territoire à Dour-Garonne, sur des axes urbains assez importants, donc Toulouse, Bordeaux et Pau, Pays Basque. Donc il y a déjà ce travail. Ensuite, il faut pouvoir aider les techniciens à se parler, à traduire et puis à fonctionner et intégrer le domaine de l'eau. Et nous avons conçu avec les agences d'urbanisme effectivement des guides méthodologiques pour cela. Mais je dirais, au-delà de cela, et je retiens effectivement la nécessité pour une agence comme la mienne d'être force de proposition, d'éclairer et de donner des clés éventuellement et des solutions éventuellement, mais sans les imposer.
Je prends un exemple qui est le changement climatique, dont je voudrais parler malgré tout, parce que ça devient un axe très fort, et sans être très très long, un axe très fort de lecture de notre action eau avec les territoires. On a fait une étude Garonne 2050 qui se fait aussi sur Adour 2050, donc puisqu'on est dans zone Adour. En 2050, 40 à 50% en période d'étillage de diminution des débits. Eh bien, l'eau, un territoire urbain traversé par un cours d'eau comme ça qui a 50% de débit en moins, vous avez une question d'urbanisation qui est complètement différente, eau potable complètement différente, surtout si vous êtes en eau de surface, et l'épuration complètement différente aussi. Et ça, je dirais, après le fait de maintenir, de laisser faire à 50%, ce qui est possible, ou alors de travailler un peu plus la chose, comme Madame disait, en travaillant effectivement l'aspect hydraulique, eh bien, après, c'est un choix de société. C'est un choix économique. Ce que vous nous dites surtout, c'est qu'il y a un écosystème local qui est le même, quels que soient les acteurs, mais qui sont dans la co-construction des politiques sur cet écosystème. Oui, et assez très rapidement, il faut des plans, des schémas, et oui. Par contre descendre. Et surtout, il faut comprendre justement quels sont les impératifs de tous ces acteurs, de chacun de ces acteurs, pour déboucher sur des projets, monter des projets multidisciplinaires. Je renverrai, moi je me rappelle de l'époque, début des années 90, sur une préfiguration d'un secteur d'Euroméditerranée, donc que vous connaissez sans doute à Marseille. On a commencé par avoir une approche interdisciplinaire, où on commençait à se parler entre sociologues, ingénieurs, hydrauliciens, etc. Et d'abord, on crée une histoire et on se parlait, on se connaissait, on partageait un vocabulaire. Et ensuite, on faisait fondamentalement un plan et on travaillait. Se parler, apprendre à se connaître et ensuite construire. Merci de ce témoignage. Alors, on est contraint par le temps. Hein, j'avais dit qu'il y avait nos limites, sauf la limite du temps pour nos débats. Donc, je vais vous laisser, Estelle Grelier, conclure en répondant à la dernière question qui vous était posée. Et puis ensuite, pendant ce temps, je demanderai à nos organisateurs, à Alain Franck, à Brigitte Bariol, peut-être de nous rejoindre pour quelques informations sur la suite de nos travaux. Vous serez en Assemblée Générale tout à l'heure, et puis quelques informations sur ce qui va se passer demain. Mais Madame la Ministre, c'est à vous. Non, mais redire... Et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu à votre invitation, Monsieur le Président, l'importance de l'expertise des collaborateurs des agences d'urbanisme. Et je le dis avec toute l'humilité, je crois en la force du suffrage universel, en la force de portage politique d'un projet. Je crois aussi en ses limites. Nous ne sommes pas, quand nous sommes élus, spécialistes des finances publiques, spécialistes de l'urbanisme, et puis pourquoi pas de l'architecture et paysagistes, etc. Donc, nous avons besoin d'une expertise, et aussi, moi je suis une fan des cartes qui sont produites par les agences d'urbanisme. Je trouve que c'est extrêmement marquant. Il y a juste la carte de Jean Rotner qui lui avait causé 3 nuits blanches sur la diagonale du vide, et quand nous nous sommes rencontrés, il a jugé utile de me la présenter d'emblée. Donc je me suis, moi aussi, j'ai eu un sommeil assez perturbé par cette diagonale du vide. Donc je pense, si demain on se projette, je crois, du point de vue des agences d'urbanisme, il y a un vrai enjeu d'adapter leur expertise à l'échelle de la nouvelle donne territoriale et de montrer leur capacité à peser sur les schémas intégrateurs des régions. Je pense qu'il faut que les deux jambes soient tenues, si vous me permettez cette expression, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a un sujet peut-être ensemblière d'un partenariat local. Vous réunissez au sein de vos agences aussi les acteurs de ce développement territorial, et il faut conserver ça, peut-être le renforcer. L'État est aussi également présent, donc je pense qu'autour de cette constitution, vous avez de quoi vraiment peser et vous rendre franchement incontournable dans ces débats. Et j'allais dire, alors là je mesure mes mots et je ne veux pas interférer dans les discussions que vous avez entre vous, mais moi ce que j'aime dans les agences d'urbanisme, c'est qu'il y a une vraie agilité dans la compétence, mais aussi, c'est vrai, ce sont des structures dans lesquelles chacun a sa place, mais qui sont très souples et qui me semblent être extrêmement réactives et pas très hiérarchisées, en tout cas du point de vue de l'élu local que je suis, mais aussi du membre de gouvernement. Et je pense que c'est une vraie qualité aujourd'hui, notamment dans un monde en mouvement, et qu'il faut impérativement que vous puissiez savoir la conserver. Merci Estelle Grelier, merci Ariela Masbounji, merci messieurs. Alors, on vous les applaudit effectivement.